Donc voilà, bonjour tout le monde, rebonjour. J'espère que vous allez bien. Je présente tout d'abord mes excuses pour l'absence de la séance passée et aussi de ne pas être en mesure de télécharger la vidéo sur la plateforme. Ça fait des bugs. Alors on va se rattraper et continuer sur le contenu de notre cours, ce qu'on doit voir jusqu'à à présent. L'enregistrement est en cours. Si je me rappelle bien, on a essayé de délimiter les différentes branches de droit, droit public et droit privé, quitte à vous d'aller creuser davantage pour connaître les différentes matières de droit. Et si l'occasion se présente le long du cours, on va en rappeler d'autres branches de droit. Alors, il y a lieu d'entamer le premier chapitre qui est ou bien la section suivante, qui est les sources de la règle de droit. Alors, les sources de la règle de droit, ce sont donc l'ensemble des textes ou bien des entités juridiques qui nous donnent la règle de droit. Donc, d'où est-ce qu'on amène la règle de droit? Alors, la règle de droit, on la retrouve dans plusieurs textes de plusieurs sources, soit directement, soit indirectement. C'est pourquoi on distinguera dans cette section entre les sources directes de la règle de droit et les sources indirectes de la règle de droit. Donc, les sources directes, c'est là où on trouve directement la règle de droit. On va dire, il faut faire, il ne faut pas faire. Les sources indirectes, c'est là où il faut faire un effort d'interprétation. Ce qui rejoint à dire que ces sources directes, on peut aussi les appeler les sources interprétatives de la règle de droit. Alors, quelles sont ces sources directes? Alors, on va essayer de les citer et on les expliquera davantage au fur et à mesure. Alors, les sources directes de la règle de droit, on trouve la règle de droit dans les textes de loi, dans la loi, dans son sens large. Donc, un texte constitutionnel, un décret, un daïr royal ou bien donc une loi parlementaire. Comme on la retrouve dans certaines mesures gouvernementales, pardon, prise en application de la loi ou prise en tant que norme législative. Alors ces règles-là, on peut aussi les inspirer directement des traités internationaux, bien des accords qui sont directement applicables. Et les sources interprétatives, donc là, c'est les sources directes de la règle de droit. Il y a aussi la coutume, qui peut être une source directe de la règle de droit. On va voir selon les cas et on va essayer de la définir et de délimiter ses applications et les aspects de son donc l'application ou bien du recours à la coutume comme règle de droit. Les sources indirectes de la règle de droit ou bien les sources interprétatives de la règle de droit. Donc, on va voir la doctrine qui inspire et les législateurs et donc le gouvernement et la jurisprudence lors de l'application d'un texte de loi ou bien d'interpréter, de combler un vide juridique et la jurisprudence. Donc, on va voir la jurisprudence, ses méthodes, comment elle est faite, ainsi de suite. D'accord? Alors voilà, donc ce sont là les sources que nous allons étudier. Alors, premièrement, on entame la discussion de sources directes de la règle de droit. Vous m'entendez là? Ça va? Donc, si vous m'entendez, écrivez 1 sur le texte, bien activé. Bonjour, oui, très bien. Donc, merci Psysem, merci Lubna. Alors voilà, donc on disait, donc on va voir les sources directes de la règle de droit. Dans ces sources, on va voir la loi et la coutume. Alors, la loi avec un L majuscule. Donc, la loi est une source directe, est la source directe de la règle de droit. Toutefois, la loi euh, suppose deux... Non, pardon. Je vais partager l'écran. Voilà. Alors, la loi suppose donc deux significations. Donc, lorsqu'on dit loi, donc ça renvoie à deux significations. Loi, donc
euh, on a deux significations de la loi. Lorsqu'on écrit la loi en majuscule, elle renvoie à tout texte juridique. Il englobe ainsi donc toutes les dispositions juridiques qui peuvent être par exemple en dahir, donc la Constitution est aussi une loi dans le sens large, un règlement, donc c'est pas donc un accord, un traité international, ainsi de suite. Donc là, ce sont donc des règles de droit. Alors le sens large de la loi, donc c'est l'ensemble des dispositions euh, qui ont une valeur législative, qui ont une valeur normative, pardon, donc applicable sur un territoire donné. Donc ça, c'est le sens large de la loi. Toutefois, on a un sens restreint de la loi qui est la loi stricto sensus, c'est-à-dire de le sens strict du terme. Et là, on parle d'une disposition législative, donc généralement parlementaire. Lorsqu'on parle de la loi parlementaire, c'est la loi qui est issue du processus démocratique, qui est débattue devant un parlement, qui a été voté au nombre. Donc, on a des décrets donc, faisant loi ou bien des daher loi, donc selon les situations, on va les voir par la suite. Alors, sens général de la loi, c'est toutes les normes juridiques. Sens restreint de la loi, c'est la loi parlementaire. Maintenant, lorsqu'on parlera, donc, si vous vous rappelez maintenant notre première règle lors de la première séance, on a dit que le droit est une terminologie et qu'il n'y a pas de synonymie en droit et qu'un terme en droit n'a de sens que s'il est utilisé dans un contexte. Alors là, le mot loi donc illustre cet exemple, c'est que c'est le même terme, mais selon le contexte dans lequel on l'utilise, on doit le comprendre différemment. S'il est utilisé dans le contexte de comparaison entre loi et règlement, donc c'est la loi parlementaire. Mais lorsqu'on utilise dans le texte donc de loi qui encadre le comportement social, on entend dire par là le sens général de la loi, y compris la Constitution, les traités internationaux, les daïrs, les règlements, ainsi de suite. D'accord? Ça va, vous me suivez? Alors voilà, donc ainsi défini, il y a lieu de voir comment on peut adopter cette loi, quelles sont les différentes lois, comment on la distingue du règlement, de la Constitution, ainsi de suite. Alors pour cela, donc il y a lieu de tracer la hiérarchie des normes donc au Maroc. Normes juridiques. On dit que, pardon, on dit que alors que les normes juridiques au Maroc sont hiérarchisées selon l'importance de l'institution qui est l'édit. Alors, pour les normes juridiques, pour les lois, donc dans le sens large, on a d'abord la Constitution. Donc, au sommet de la pyramide, on a la Constitution du royaume, donc, et la loi suprême. Et après, donc la Constitution, on a deux sortes de lois. Donc, on a les lois organiques et les lois ordinaires. Donc, là, pour les lois, on a deux catégories de lois. Donc, on a des lois organiques, on a des lois ordinaires. Alors, cela dit, il y a lieu de distinguer entre les deux et d'essayer de les définir. Et après, on a le règlement ou bien les règlements. Désolé, donc avec S, pour parler au pluriel, règlement. Alors là, pour les règlements, on a donc un ensemble de règlements qui sont hiérarchisés selon la hiérarchie des institutions qui les édictent. Alors,
parlons donc dans cette hiérarchie, la loi doit être conforme à la Constitution. Voilà. La loi doit être conforme à la Constitution et le règlement est édicté en application de la loi. On est dans cette hiérarchisation maintenant des relations entre les différentes normes dans l'arsenal juridique marocain. En parlant de la Constitution, c'est quoi la Constitution? Quelles sont ses composantes? Comment il est édicté? Et de la loi et du règlement pour essayer de comprendre. Alors la Constitution est considérée comme étant la loi suprême de la nation, la loi suprême de la nation. Donc, on a dit que la loi, dans le sens large, il englobe tous les textes juridiques, d'accord? Alors, et là, on définit la Constitution comme étant une loi qui est suprême. Donc, après, lorsqu'on va dire Constitution, c'est pour la distinguer à la loi dans le sens restreint, mais à la base, c'est une loi suprême de la nation. Et il trace la Constitution. Alors, là, je vous invite à toutes et à tous donc de lire la Constitution du Royaume. Alors, qui a déjà lu la Constitution du Royaume? Qu'il tape un. Qui a déjà lu la Constitution du Royaume? Aucun. Bon, alors d'accord. Donc, s'il vous plaît, donc le texte est facilement trouvable sur Internet, c'est publié. Alors, essayez de lire la Constitution d'ici la semaine prochaine. Ça compte pas beaucoup de pages, une trentaine ou même pas de pages, pour comprendre quel est le contrat social que vous contractez avec cette nation-là. Vous êtes marocain ou marocaine, euh, vous avez un engagement avec la société dans laquelle vous vivez. Alors, si vous me permettez. Alors, j'ai arrêté la vidéo pour avoir optimisé le débit, donc pour qu'on puisse mieux continuer le cours. Alors, je disais, si on est marocain, donc c'est que nous avons un lien social avec un lien juridique avec la société dans laquelle nous vivons. Donc c'est cette constitution qui a été votée. Donc vous étiez euh, plus jeune pour la voter, mais vos parents, vos proches ont voté la constitution à 90 et plus pour cent. Donc, les Marocains veulent vivre dans une monarchie constitutionnelle selon les règles telle règle. Donc, ça devient un contrat social de la nation. Donc, je vous renvoie à la notion de contrat social à lire. Jean-Jacques Rousseau, c'est le contrat social. Jean-Jacques Rousseau, d'accord? Bon. Alors, qui théorise un peu cet engagement avec la société. Alors, dans la Constitution, on trace le régime politique. Donc, on décide quel est le régime politique dans lequel nous vivons, la nature de l'État, ou bien le régime de l'État. Et l'État, s'il vous plaît, c'est toujours en majuscule. Donc, l'État ne s'écrit jamais en minuscule. Et c'est un État. Alors, un État, c'est Daoula. Donc, alors, si vous permettez, l'État égale Daoula. Non pas une État, alors, l'État s'écrit toujours en majuscule, même en milieu de phrase. Donc, pour la distinguer, pour dire que bel et bien, on parle de l'État qui est l'institution étatique. Alors, la Constitution trace le régime politique de l'État. Elle trace aussi les libertés essentielles. Pardon, je change de langue. Liberté et les droits fondamentaux.
Alors, dans la Constitution, on va retrouver quelle est l'institution publique dotée du pouvoir, ou bien quelles sont même les institutions publiques dotées du pouvoir donc de réguler, de réglementer, d'organiser la société, et qui s'accapare de l'exclusivité du recours à la contrainte ou bien à la force publique pour l'établissement et le maintien d'un ordre social. Alors, on l'avait défini, si vous vous rappelez, que la règle de droit est un instrument juridique permettant l'établissement et le maintien d'un ordre social et économique. D'accord? Alors, pour l'établir, on a dit que le propre de la règle de droit, c'est qu'elle est assortie, c'est elle est obligatoire, ça veut dire assortie d'une contrainte. Alors, qui va contraindre et à qui on va attribuer cette, disons, cette prérogative de pouvoir, donc, de pouvoir avoir recours à la force pour contraindre les autres institutions, bien les sujets de droit, à appliquer la loi. Donc, c'est les institutions de l'État. Donc, et là, on parle des institutions étatiques, des institutions politiques en général. Alors, je les appelle les institutions constitutionnelles. Alors, voilà, donc, et ces institutions constitutionnelles, donc, on va trouver un cheminement qui est logique, leurs attributions, bah, déjà leur composition, leurs attributions et leurs relations avec les autres institutions. Alors, dans une constitution, on trouve généralement ces éléments-là. Quel est le régime politique, le régime de l'État, sa définition, ainsi les libertés essentielles et les droits fondamentaux dont reconnu dans tel État qui peut différer d'un régime à l'autre, et les institutions qui sont dotées des pouvoirs et des compétences pour les appliquer. Alors ces institutions sont, comme on l'a dit la dernière fois, donc sont issues d'une théorie de séparation de pouvoir. On a dit que euh, si quelqu'un monopole le pouvoir, il a tendance à en abuser. Si on monopole le pouvoir, on a tendance à en abuser. Alors pour outrepasser ou bien pour contredire et interdire l'abus de pouvoir, donc on va séparer les pouvoirs. Comme ça, les pouvoirs vont s'autocontrôler. Donc, chaque pouvoir va faire le contrepoids de l'autre pouvoir pour ne pas lui permettre donc d'en abuser. C'est pourquoi donc l'Occident a développé cette notion de trilogie de pouvoir qui s'inspire de leur psychologie sociale, de la Trinité, donc Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, ils ont opté pour trois pouvoirs: le pouvoir législatif, le pouvoir juridictionnel et le pouvoir euh, exécutif. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir juridictionnel. Alors au Maroc, on a donc une multitude de pouvoirs. On a un pouvoir central qui est la monarchie, et on a donc les trois pouvoirs classiques de l'Occident, le pouvoir législatif, exécutif et juridictionnel. Et on a ajouté d'autres institutions qui dépendent directement du roi, donc qui sont les institutions de bonne gouvernance. Alors, si vous regardez la constitution du royaume, vous allez remarquer cela. Alors, maintenant, dans la hiérarchie des normes, c'est ce que dit la Constitution. Après, donc, et la Constitution, elle est votée par, suite à la démocratie directe. Alors, on va tracer qu'elle est issue. On change de. C'est la démocratie directe. Donc, c'est le référendum. Alors, le référendum, c'est l'outil juridique qui a permis de valider la Constitution après la proposition de la Commission royale.
Donc, il est censé être le texte suprême parce que les Marocains l'ont voté directement. Alors que pour les lois, c'est la démocratie représentative qui en trace les contours. Et là, on parle de démocratie représentative. Ça veut dire, nous n'allons pas toujours voter les lois directement à travers un référendum, mais nous allons choisir nos représentants dans le Parlement qui vont discuter et débattre euh, les lois pour les valider. Et toutes ces lois-là doivent être en conformité avec le texte de base qui est la Constitution. Alors, ces lois sont de deux catégories. Donc, on a les lois organiques et on a les lois ordinaires. Alors, les lois organiques, ce sont des lois qui organisent les institutions. Lorsqu'on parle, par exemple, disons, par exemple, de l'organisation judiciaire. Alors, l'organisation judiciaire, c'est là où on trace quels sont les différents magistrats, la hiérarchie des tribunaux, la différence entre les tribunaux de première instance et les cours d'appel, les tribunaux spécialisés comme les tribunaux administratifs et commerciaux. Alors là, donc c'est juste une organisation donc des institutions juridictionnelles, ainsi de suite. Alors là, c'est une loi organique donc qui établit cela. Les lois aussi sur les collectivités territoriales. Alors, comment sont organisées les régions, les provinces, les communes, les circonscriptions, les différents arrondissements, ainsi de suite? Alors, il y a une loi qui détermine l'organisation des collectivités territoriales, comment on choisit le conseil municipal, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs interférences, leur budget, ainsi de suite. Donc, donc la gestion plutôt de leur budget, parce que le budget, c'est la loi de finances qui est annuelle. Alors là, on organise l'administration ou bien les collectivités territoriales et c'est considéré comme une loi organique. Alors si on se limite à ces deux exemples, alors les lois organiques sont des lois qui sont très importantes. Donc elles doivent être conformes à la Constitution. Là, on parle d'un contrôle de constitutionnalité. Alors ces lois-là doivent être conformes à la Constitution. Pardon. Alors, pour être conforme à la Constitution, on doit permettre à d'autres institutions juridictionnelles indépendantes, impartiales, de le faire. Et là, on a, en parallèle avec ces institutions-là, on a des institutions juridictionnelles, on a la Cour constitutionnelle qui va contrôler est-ce que les lois organiques sont conformes à la Constitution. Par quels moyens? On parle là du contrôle de constitutionnalité des lois. Alors, retenez le terme, le contrôle. Alors, je vais écrire, pardon, le contrôle constitutionnalité des lois. Alors, comment on dire par le contrôle de constitutionnalité des lois? Ça veut dire on va soumettre à la Cour constitutionnelle donc le texte de loi organique pour vérifier est-ce qu'il n'enfreint pas les libertés essentielles et est-ce qu'il ne viole pas les droits fondamentaux. Nous avons un droit fondamental, donc de droit d'expression. Alors, supposons que le Parlement adopte une loi qui est contraire donc à cette liberté fondamentale. Maintenant, on est protégé par la Cour constitutionnelle qui va dire non, cette loi elle enfreint une liberté essentielle dans la Constitution, elle n'est pas conforme à la Constitution et on va la rejeter par inconstitutionnalité. Donc, alors les lois organiques sont directement soumises
au contrôle de constitutionnalité. Donc, dès qu'on a une loi organique, donc il doit passer à travers la Cour constitutionnelle pour vérifier pour sa conformité à la Constitution. Pour les lois ordinaires, ben non. Donc, on n'a pas une soumission automatique au contrôle de la Cour constitutionnelle, au contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, mais donc ça peut être provoqué. Donc, c'est ce qu'on appelle donc la provocation d'un contrôle de constitutionnalité. On a une loi ordinaire qui organise tel ou tel secteur et bon, les acteurs du secteur supposent que cette loi-là enfreint une liberté essentielle, liberté d'entreprendre par exemple, ou bien liberté donc droit au travail ou droit, un droit quelconque. Alors, on aura tendance à exiger donc son contrôle de constitutionnalité. Alors, soit par un dixième des parlementaires, un petit groupe de parlementaires peut qui regroupe donc un dixième des membres peut demander à la Cour donc constitutionnelle d'examiner la loi en cause donc et de décider s'il est conforme ou non à la Constitution. Donc aussi le chef donc le président du Parlement de la première chambre peut aussi a le droit donc la compétence de soumettre le texte d'une loi ordinaire au contrôle de constitutionnalité. Donc cette attribution est allouée également au président de la deuxième chambre, donc c'est-à-dire de la chambre des conseillers. Bon, parce qu'il peut y avoir une rivalité entre la chambre des représentants et la chambre des conseillers. La chambre des représentants, elle regroupe la chambre des représentants, pardon, regroupe euh, les représentants de la nation qui ont été votés par directement par les Marocains, les électeurs, alors que les conseillers représentent les différentes institutions, les différents conseils communaux, les différentes chambres de commerce et de l'industrie, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle les grands électeurs. Et là, on peut avoir donc des protagonistes et des intérêts différents. Alors là, la loi permet au président de chacune des deux chambres de se mettre tout texte de loi ordinaire à un contrôle de constitutionnalité. D'accord? Alors là, c'est la procédure est simple par la suite. Alors la Constitution, lorsqu'elle décide, sa décision, c'est une décision juridictionnelle et s'impose. Si on dit que le texte tel ou bien l'article tel est contraire à la Constitution, il faut le changer. Donc on revient au Parlement pour modifier donc la loi, amender la loi. On parle dans la loi, on parle de modification ou bien d'amendement, des amendements de la loi. Donc, alors, les amendements, et ce sont les modifications, c'est une modification d'un texte juridique. Alors, s'il vous plaît, donc on a que le droit est une terminologie. Alors, il faut à chaque fois donc repêcher les termes juridiques et essayer d'avoir un carnet où vous notez la terminologie et son explication. D'accord? Alors, donc, on a donc les lois ordinaires, la Constitution, les lois ordinaires et les règlements. Maintenant, les règlements, c'est quoi? Ce sont les dispositions prises par le gouvernement pour l'application des lois. Alors, on a dit, le règlement, ce sont des dispositions prises par le gouvernement en application de la loi. Alors, on va encore noter ici. Alors, la Constitution votée par la nation. La loi est faite par le Parlement. Les règlements sont faits par le gouvernement. D'accord. Alors, si on peut reclasser cette pyramide par à travers les institutions compétentes. Donc, c'est la nation qui adopte la Constitution directement par un référendum. C'est le Parlement qui vote les lois. C'est le gouvernement qui édicte les règlements. Alors, ces règlements peuvent être de différentes sortes. Alors là, donc, on peut distinguer là par
deux mesures, plusieurs sortes de décisions. Alors, au Maroc, on a le pouvoir exécutif au Maroc est partagé en quelque sorte, donc, ou bien disons hiérarchisé en deux institutions. Alors, on a la monarchie. Le roi incarne le pouvoir exécutif donc dans l'État marocain, donc c'est lui le chef de l'État, chef suprême de l'État, donc il peut prendre des mesures qui sont de nature exécutive ou bien même réglementaire ou même législative. Par exemple, il y a des domaines qui sont exclusifs au roi, comme le domaine des habous, des affaires religieuses. Alors là, donc dans les affaires religieuses, le roi décide directement, donc et édicte les lois directement. Les lois ne sont pas votées au Parlement. La Moudouana de l'Awqaf, par exemple, elle n'est pas votée n'est débattue au Parlement. Le statut des oulémas et des imams, donc, n'est pas débattu au Parlement. Donc, c'est une affaire exclusive au roi. Donc, le roi a cette possibilité donc d'édicter des dispositions qui ont une valeur de norme juridique et aussi donc des règlements qui ont des dahel qui ont une valeur de règlement d'application. Et en plus du roi, donc on a un gouvernement. Et le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif dans le sens de l'État moderne qu'on a hérité donc de la France. Le gouvernement avec donc qui regroupe le chef du gouvernement et les ministres vont prendre donc des mesures pour appliquer les lois. Et ces mesures sont prises par l'institution juridique qui sont les règlements. Et on parle de règlements d'application des lois. Les règlements sont là pour appliquer la loi qui essaye de concrétiser les principes et les fondements de la Constitution. Alors, il y a lieu de distinguer entre deux institutions en droit marocain. On a l'institution du Conseil des ministres et Conseil du gouvernement. Si on parle d'institution, on a le Conseil des ministres. On a le Conseil du gouvernement. D'accord. Le Conseil des ministres, il regroupe le roi, son cabinet, ses conseillers et le gouvernement. Alors, au Conseil des ministres, on trouve tout le gouvernement, en plus du roi et son cabinet et ses conseillers. Le Conseil du gouvernement, c'est le chef du gouvernement et les ministres. D'accord? Donc, alors, les mesures prises pour édicter, on peut édicter donc des daher d'exécution. Comment il peut s'agir des décrets, décrets d'application, comme il peut s'agir d'arrêtés, des arrêtés ministériels, comme il peut s'agir de circulaires. Alors, un chapeau ici. Alors, là, si vous voyez un décret, c'est un décret d'application d'une loi, donc c'est un règlement. C'est un arrêté ministériel, c'est pas un règlement. Je donne un exemple pour être plus clair. Par exemple, dans le domaine de la circulation, donc le code de la route, euh, on a une loi et pour la loi, donc cette loi-là doit être appliquée. Pour l'appliquer, le gouvernement a fait donc un règlement d'application de la loi. Donc, il a été débattu au gouvernement et on l'a édicté. Maintenant, pour arriver au niveau de l'application administrative, donc on a augmenté par exemple l'amende donc de 300 d'accès de vitesse de 300 dirhams à 700 dirhams.
il faut changer maintenant le carnet de souche des amendes qu'on donne aux gendarmes et aux policiers. euh, et on retire celui de 300 dirhams et on leur donne un nouveau de 700 dirhams. Et il faut réglementer parce qu'on ne va pas donner un carnet comme ça sans pouvoir contrôler que cet argent-là va tomber dans la trésorerie donc, de l'État et non pas dans les poches de- d'autres personnes. Alors là, c'est toute une procédure qu'il faut donc et des décisions qu'il faut prendre. Alors le moyen, donc c'est ces arrêtés et ces décrets. Donc on a le décret d'application de la loi et après les ministres, parce que le transport, ça ne concerne pas tous les ministres. Le ministre de la Recherche, par exemple, et de l'Éducation n'est pas concerné par l'application du code du transport, donc de la circulation, pardon. Alors, les ministres concernés sont, par exemple, le ministère du Transport, le ministère de l'Intérieur, parce que ce sont des policiers qui vont signer les amendes. Le ministère, donc, c'est pas euh, aussi de la trésorerie générale, donc de la finance, parce que c'est eux qui vont encaisser l'argent, c'est eux qui ont le droit, donc de gérer la trésorerie de l'État. Donc, ce sont ces trois ministères, bon, à dire d'exemples, qui vont intervenir pour édicter un même arrêté qu'on appelle arrêté interministériel. Alors, un arrêté interministériel entre plusieurs ministres en application d'une disposition d'une loi. Ça peut être entre deux ministres seulement, biministériel. On a une vaccination, donc c'est pas de professeurs universitaires. Donc, c'est le ministère de l'enseignement supérieur avec le ministère de la Santé qui vont se mettre d'accord sur les modalités de vaccination des universitaires. Si on veut aller dans les écoles, parce que les universités ont une indépendance de gestion. Si on veut aller dans des écoles, il faut impliquer le ministère de l'Éducation nationale et aussi le ministère de l'Intérieur parce que donc il faut l'assistance des collectivités locales et des autorités locales pour pouvoir réussir l'opération de vaccination dans les écoles. Alors là, ce serait aussi interministériel. Et ça peut être une décision, donc, ou bien un arrêté pris par un seul ministre. Donc, s'il s'agit par exemple de l'organisation d'un événement sportif ou bien de l'application d'une loi pour dans ce domaine, donc, ça concerne le ministère du Sport et de la Jeunesse. Quand ça ne concerne aucun autre ministère, donc ça serait un arrêté ministériel. Et les circulaires, ce sont les décisions administratives internes, donc ils n'ont pas une valeur juridique, proprement dite, mais seulement pour faciliter, expliquer, répondre aux questions potentielles, aux potentielles questions qui concernent l'application des lois et les arrêtés, les différents arrêtés édictés par les différents départements, ministres ou autres. D'accord? Donc, ça va. Donc, le Conseil des ministres, le Conseil du gouvernement. Alors, au Maroc a changé depuis 2011. Au lieu de Premier ministre, on a un chef du gouvernement. Avec son gouvernement, ils vont donc gérer, appliquer les lois qui concernent la gestion de l'État en conformité toujours avec la Constitution. D'accord? Alors, cela dit, donc, il y a lieu de rajouter un- un autre ingrédient à la pyramide. Je ne sais pas dans quelle couleur je le mets en noir. Alors, le contrôle. Alors, qui contrôle? On a dit quelles sont les institutions qui contrôlent la conformité des lois à la Constitution? C'est la Cour constitutionnelle. Alors, pour contrôler la conformité des règlements aux lois, ou bien des lois donc de l'exécutif des lois, on a les tribunaux administratifs. Alors, les tribunaux administratifs, ils sont là pour assurer la conformité des décisions exécutives donc à la loi. Ça veut dire, si par exemple le gouvernement, bon, vous rappelez l'histoire de diplômés chômeurs. Alors, il y avait
Pardon. Alors, l'histoire des diplômés chômeurs, donc sous l'égide du gouvernement Abbas el-Fassi, il y avait des manifestations des diplômés qui n'ont pas trouvé du travail et l'ancien Premier ministre a signé avec eux un accord d'embauche. Le printemps arabe est survenu, on a fait des élections et le gouvernement Ben Kiran prend le pouvoir. Alors, les jeunes se présentent, voilà, avec l'accord qu'ils ont signé avec l'ex-premier ministre. Et on dit, voilà, donc nous avons signé un accord avec l'État marocain, avec le représentant de l'État du royaume, donc marocain, et vous devez exécuter cet accord. Il a dit, ah bon, non? Moi, donc j'ai une loi qui a été adoptée par le même gouvernement, mon gouvernement Abbas Fassi, de l'égalité des chances entre les Marocains. Et vous devez passer un concours pour assurer que l'égalité des chances. Je ne peux pas vous embaucher alors donc qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être un profil meilleur. Donc par égalité, par loyauté, donc il faut passer le concours. Alors ils ont protesté, il a dit donc il y a les tribunaux entre nous. Vous pouvez aller donc attaquer ma décision en justice. Alors, c'était le cas. Ils sont allés devant le tribunal administratif pour attaquer la décision, pour obliger, donc plutôt pour obliger le chef du gouvernement de les embaucher conformément à l'accord qu'ils ont avec l'ancien Premier ministre. Alors, la Cour de première instance a décidé, donc le tribunal administratif a décidé que oui, effectivement, les diplômés chômeurs ont le droit d'être embauchés parce qu'il y a le principe de droit acquis et de la continuité de l'État et que le nouveau gouvernement il représente un État qui est en continuité et non pas une rupture et il doit exécuter l'engagement de son prédécesseur selon ce principe. Alors, le chef du gouvernement a interjeté appel, ça veut dire il est allé attaquer cette décision, ce jugement de première instance devant la cour d'appel en demandant de décider autrement. Alors, la cour d'appel a été du côté du chef du gouvernement et elle a décidé que les diplômés chômeurs n'ont pas le droit d'être embauchés parce que la loi prime sur l'accord de l'exécutif. La loi a une valeur plus forte que la décision du gouvernement. Et là, vous regardez la pyramide. Alors, on dit que donc le débat juridique était autour de cela. Donc, au Maroc, nous avons une hiérarchie. Donc, une loi est plus importante qu'un règlement. Et si on a une loi et un règlement, donc on va appliquer la loi et non le règlement. Et le chef du gouvernement disait, bon, ses avocats, et là, une position qui a été confirmée par la cour d'appel, que la décision, bien l'accord que vous avez avec le chef du gouvernement, bien l'ancien Premier ministre, c'est une décision réglementaire. Il n'a pas la valeur d'une loi. Mais maintenant, on a une loi qui oblige l'égalité des chances entre tous les Marocains et que vous devez passer un concours pour être embauché. Donc la loi prime sur le règlement, donc on va appliquer la loi et non pas l'accord avec le Premier ministre. Et comme ça, on a respecté la hiérarchie des normes, bon, selon la conception de la Cour d'appel, et elle a rejeté la demande des diplômés chômeurs pour passer, donc pour être embauché directement sans passer à un concours. Voilà donc un peu le débat. Alors on a donc ici pour maintenant l'application de ces règlements et de ces lois par les différents citoyens, donc on a recours aux tribunaux de droit commun. Alors les tribunaux de droit commun sont compétents pour trancher tous les litiges relatifs à l'application des différentes lois. Et là, je parle de loi dans le sens large du terme.
Loi, dans le sens large du terme, ça veut dire la Constitution, le règlement, les lois parlementaires, ainsi de suite. On peut y ajouter les DAER et les traités internationaux. D'accord? Alors maintenant, donc, on peut rajouter le Parlement, le gouvernement, la nation. À la pyramide, certains ingrédients. Donc, devant les tribunaux, on peut rajouter aussi, et là c'est un cours d'organisation juridictionnelle, les tribunaux de droit commun au Maroc sont répartis en plusieurs catégories. On a donc les tribunaux, bon, donc les tribunaux au Maroc, on a plusieurs catégories. On a donc les tribunaux administratifs. En plus des tribunaux de droit commun, on a les tribunaux administratifs et on a les tribunaux commerciaux. Alors, les tribunaux commerciaux et les tribunaux administratifs. Et dans chaque catégorie de tribunaux, là, c'est par spécialité. Donc, les tribunaux de droit commun, elles traitent toutes les affaires, donc civiles, commerciales et autres. Tribunaux administratifs exclusivement, donc, donc les affaires administratives, et commerciaux exclusivement les affaires commerciales. Et dans chacune des trois catégories, on a une hiérarchisation de degrés de juridiction. On a les tribunaux de première instance, qu'on appelle les TPI, tribunaux de première instance de droit commun, tribunaux de première instance administratifs, tribunaux de première instance commerciaux. Et en deuxième, donc, on a les cours d'appel. Les cours d'appel, et là, donc, c'est les tribunaux de droit tribunaux de droit de première instance, pardon. Alors, instance. Alors, les cours d'appel et tribunaux de première instance, parce que le droit marocain, dans son organisation juridictionnelle, il permet aux justiciables d'avoir le droit d'être examiné à deux niveaux par deux tribunaux différents, comme ça, pour garantir une justice meilleure. Alors, si le jugement du tribunal de première instance ne vous est pas convenable, vous avez le droit donc de le contester devant la cour d'appel pour l'infirmer, pour le modifier, pour qu'il soit plus juste et loyal. Pardon. Alors, ce sont les deux degrés. Et pour contrôler les décisions de ces cours donc, et de ces tribunaux, que ce soit des tribunaux de première instance ou bien des cours, on a aussi là, on a placé une cour, donc non pas de troisième degré, mais seulement donc de contrôle, la cour de cassation. Alors la cour de cassation, elle contrôle que les décisions des cours d'appel et les jugements des tribunaux de première instance sont conformes à la loi. C'est un contrôle de légalité qu'on appelle une cour de droit. Contrôle de légalité, c'est une cour de droit. Il va voir est-ce que c'est conforme à la loi ou non. Il ne va pas examiner les faits pour juger autrement. Ce n'est pas un troisième degré. C'est seulement un contrôle de conformité des différentes décisions juridictionnelles et jugements des tribunaux de première instance avec la loi. Et là, retenez les termes. Lorsqu'on parle de tribunal de première instance, c'est un jugement. Et lorsqu'on parle de la Cour de cassation, c'est
un arrêt ou bien donc de la Cour de cassation. La Cour d'appel, c'est une décision de la Cour d'appel. On interjette appel. Lorsqu'on passe de première instance à si on passe de première instance à l'appel, on parle d'interjeter appel. Là, on interjeté appel. Donc, je vais écrire si on passe de là donc à là, on interjeté appel. Mais si on conteste une décision de la Cour d'appel devant la Cour de cassation, on est dans on l'appelle pourvoir en cassation. On l'appelle un pourvoi. Pourvoir en cassation, interjeter appel et pourvoir en cassation. Donc, bon, dès la première séance, on avait dit que le droit est une terminologie. Donc, il suffit de s'approprier les termes, donc de les maîtriser et ça serait très simple. Donc, et il n'y a pas de synonymie, on ne peut pas dire le pourvoi en appel. Non, c'est le pourvoir en cassation. Donc, on va pourvoir en cassation et on l'appelle le pourvoi. On remplace le R par un S, le pourvoi en cassation, et on interjette appel. Alors, dans le tribunal de première instance, il est réparti en plusieurs chambres. On trouve la chambre civile, la chambre sociale, la chambre pénale, ainsi de suite. Donc, le tribunal de la famille. Et chaque chambre est spécialisée dans euh, un domaine d'affaires spécifique, encadré par des lois spécifiques. Dans la Cour de cassation, on retrouve aussi les chambres. Donc, comme ça, si on passait de la chambre civile à la cour d'appel, donc c'est la chambre civile bon. Si on a un jugement de la chambre civile de première instance, on va l'attaquer, interjeter appel devant la chambre civile de la cour d'appel. Si on conteste sa légalité, donc sa conformité à la loi, on va pourvoir en cassation devant la chambre civile de la cour de cassation. D'accord? Donc, comme ça, il y a une organisation qui est précise, concise, bien claire. Je vous invite à voir davantage ces éléments-là. Donc, à lire. Je suis désolé, donc je n'ai pas encore partagé avec vous le fascicule. Je vais essayer de les faire donc au cours de la semaine. Et je me demande est-ce qu'il y a lieu de faire une séance de rattrapage entre-temps, donc en fin de semaine, pour se rattraper sur la séance de passée. Oui, non? Ça va, vous êtes là? Bonjour. Oui, c'est le distanciel. Il y a quelqu'un? Alors, si vous êtes présent, tapez un. Oui, oui, Fatem Zara. Alors, je repose la question. Alors, est-ce qu'il y a lieu de faire une séance de rattrapage, donc en fin de semaine, pour essayer de se rattraper sur la séance passée? Alors, quand est-ce que vous êtes libre? Le vendredi, vous n'avez aucune matière vendredi? Vendredi matin? Alors, on fait une autre séance le vendredi matin, d'accord? Oui, très bien. Alors, vous préférez 8h30? 8h30, 9h, d'accord? D'accord, très bien. Alors, bon, disons 9h. Donc, comme ça, on laissera le temps pour le nôtre. Alors, séance de rattrapage, vendredi 9h. Séance de rattrapage, vendredi 9h du matin. Alors, une fois, donc à la fin de cours, je vais
paramétrer la nouvelle séance. Comme ça, on serait dans le calendrier parce que avec le Covid, ce semestre sera très court pour qu'on puisse passer au deuxième semestre. Apparemment, on restera jusqu'à l'été, donc il n'y aura pas de vacances. Alors, espérons qu'on aura un vaccin et qu'on n'aura pas une autre espèce de virus qui va encore chambouler tout. Alors voilà, donc on disait, donc, il est clair, la pyramide, la loi. Alors, les sources directes de la règle de droit, donc on a dit que la loi, donc la loi dans le sens général, c'est l'ensemble des textes et des dispositions qui peuvent contenir la Cour, la Constitution, les lois parlementaires et les règlements. Donc, la Constitution, on a dit qu'il trace le régime juridique de l'État, donc les politiques, les libertés essentielles et les droits fondamentaux, les institutions constitutionnelles et l'organisation de la relation entre ces institutions. Donc, la loi, donc on a deux catégories, les lois organiques et les lois ordinaires, et on a les règlements. La Constitution trace, trace le champ d'application des règlements et des lois. Donc auparavant, donc on procédait à une distinction, bien à une détermination du champ par négation. Alors, on dit que la loi, le champ de la loi est, et on a énuméré trois champs d'application, et tout le reste, c'est les règlements. Maintenant, donc, on est plus en avance dans le sens démocratique du terme, et on trace donc une trentaine de domaines pour la loi, et le reste est pour le règlement. Et ça reste toujours contestable sur ce plan-là. Donc, je m'explique. Euh, la loi a un champ d'application, donc on a un domaine. Donc, qui est du domaine de la loi, c'est la Constitution qui le détermine. C'est la Constitution qui nous dit que, donc, il est du domaine de la loi, par exemple, le budget, les investissements, le programme d'investissement, par exemple, l'éducation nationale, la santé, alors toutes les lois qui concernent ces secteurs, puisque la Constitution le dit, donc sont du domaine de la loi. Le gouvernement ne peut pas intervenir sans qu'il y ait une loi. Et le reste, c'est le gouvernement qui le décide, ça veut dire donc il peut le décider donc par règlement. Donc cette distinction donc que je dis négative, il limite un peu le champ d'intervention du Parlement, alors qu'il est censé être le vrai détenteur du pouvoir de légiférer. Et il doit normalement avoir un domaine plus large, donc, et de limiter le domaine du règlement plutôt que de limiter le domaine de la loi. Alors, le domaine de la loi dans la Constitution, il est déterminé, limité, et tout le reste, c'est du domaine du règlement. Vous pouvez aller à la Constitution pour connaître le domaine de la loi. Alors, attendez, on va le rappeler. Le domaine de la loi, Constitution du Maroc. Voilà. Je partage l'écran avec vous. Alors, vaut mieux aller directement à la Constitution du Royaume. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Donc, ça va, vous avez noté, vous prenez des notes, s'il vous plaît. Prenez la pyramide. Plan screen. Je fais pareil. Et là, je partage l'écran avec vous pour qu'on puisse voir
Ça marche pas sur l'écran. Ça va, vous regardez l'écran maintenant? Oui? Très bien. Alors, la constitution du royaume, voici la constitution du royaume. Il y a un préambule. Le royaume du Maroc est un musulman souverain dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Maghreb, État donc africain, ainsi de suite. Ça, c'est le préambule, on trace les principes généraux. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, l'origine politique. La souveraineté appartient à la nation qui l'exerce directement parfois de référendum et indirectement par intermédiaire des institutions constitutionnelles. Les partis politiques, les organisations syndicales, ainsi de suite. Alors, la religion, les cultes. Passons. Donc là, on a la royauté. Donc, ça, donc les institutions, on a commencé par les principaux. Liberté et principes. Donc, les libertés essentielles, voilà, tous les citoyens peuvent accéder dans les mêmes conditions, fonctions et emplois publics, ça, les droits fondamentaux. Les citoyens ont également le droit à l'éducation et au travail. Donc là, on trace les droits et les libertés. Après, on commence donc les institutions. La première institution, c'est la royauté. Le roi, Amir al-Mu'minin, représentant suprême de la nation, symbole de son unité, garant de la pérennité de la continuité de l'État, veille au respect de l'islam et de la Constitution et les protecteurs des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale. Donc, il est donc inviolable. La personne du roi est inviolable et sacrée. Alors, euh, donc on parlait du Parlement, l'organisation du Parlement, ça ne nous intéresse pas. Le pouvoir du Parlement, on a le roi, le Parlement. Donc, pardon, je me trompe de texte ou quoi? euh, Ce n'est pas le bon texte. Oui, pardon. Alors voilà, ça sommaire. Donc, il y a des dispositions, les libertés fondamentaux, les droits fondamentaux, la royauté, le pouvoir législatif, du pouvoir exécutif. Le texte qu'on était en train de voir, c'est la Constitution 96. Parce qu'il y avait le Parlement. Maintenant, on a le pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, du pouvoir juridictionnel. Alors ça, c'est les trois pouvoirs dans la Constitution. Et on a rajouté la Cour constitutionnelle, les régions et les autres collectivités territoriales, la Cour des comptes, le Conseil économique et social, c'est ce qu'on appelle les institutions de bonne gouvernance, de la bonne gouvernance. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est le Parlement, les compétences du Parlement, le pouvoir législatif. On a l'organisation, du pouvoir et l'exercice du pouvoir. On va aller directement à l'article 70. Voilà, donc là, c'est les compétences du Conseil des ministres, qui est présidé par le roi, et délibère sur les questions et les textes suivants. Les orientations stratégiques de la politique de l'État. Le Conseil des ministres, ça veut dire le roi. Donc, le projet de la Constitution, c'est le Conseil des ministres. Les projets des lois organiques, c'est le Conseil des ministres. Les orientations générales du projet de la loi de finances, c'est le Conseil des ministres. Ça veut dire c'est le roi. Les projets de loi cadre, c'est le Conseil des ministres. Le projet de loi d'amnistie, c'est le Conseil des ministres. Les projets de texte relatifs du domaine militaire, c'est le Conseil des ministres. La déclaration de l'état de siège, Conseil des ministres. Déclaration de guerre, Conseil des ministres. Le projet de décret, donc le Conseil des ministres. D'accord?
Ça, c'est les compétences du roi. Donc, on a dit 70, c'est ça? Organisation du Parlement. Séance des chambres. Voilà. L'article 71, c'est ce que je cherchais. Alors, sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution, donc les libertés et droits fondamentaux. Donc là, on énumère le statut de la famille et l'état civil, les principes, et règles du système de santé, le régime donc des médias audiovisuels et de presse, l'amnistie, la nationalité et les conditions des étrangers, la détermination des infractions et des peines, l'organisation judiciaire, la procédure civile, le régime pénitentiaire, le statut général de la fonction publique, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires, les statuts du service aux forces de maintien de l'ordre, le régime le régime électoral, le régime juridique de l'émission de la monnaie, le régime des douanes, le régime des obligations civiles, les droits réels et les régimes de propriété immobilière, le régime des transports, les relations de travail, de sécurité sociale, accident de travail, ainsi de suite, le régime des banques, l'urbanisme, les règles relatives à la gestion de l'environnement, la gestion des eaux forêts, la détermination des orientations de l'organisation générale de l'enseignement, la création des établissements publics, la nationalisation d'entreprises et le régime des privatisations. Et là, on fait donc la dérogation. Outre les matières visées à la ligne précédente, le Parlement est habilité à voter les lois cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'activité socio-économique. Et dans l'article 72, on dit que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire. C'est-à-dire, cet article les énumérations de la loi, là, tout ce qui entre dans cette loi donc, appartient au domaine réglementaire, ça veut dire que c'est le gouvernement euh, qui en est responsable, qui en est compétent. Alors voilà, je vous invite à lire la du royaume, 65 pages, ce n'est pas beaucoup, donc pour comprendre un peu euh, votre contrat social. Donc, avec la Constitution de 96, vous allez voir les différences. Donc, on a gagné, donc ça plus donc il y a toujours des choses qui sont améliorées. Voilà en général. Donc j'arrête le. Avant, on s'entend mieux. Très bien. Donc, on l'a dit, donc revenons, on est en train de désolé, donc c'est une coupure à cause d'un problème de connexion. Vous m'entendez là? Donc ça vient de reprendre. Si vous m'entendez, tapez 1 s'il vous plaît. Rebonjour.
Ça va, vous êtes là? Bon, bien. Donc, merci. Alors, est-ce qu'on est donc, ça bloque de temps à autre à cause de la connexion? Alors, on va essayer de parler de la principale source directe de la règle de droit qui est la loi. Alors, on a dit, la loi est une source directe de la règle de droit et voir son cas. Donc, c'est le sens large et le sens restreint. Alors, alors, bon, voilà. Bon, désolé, ça coupe. Je perds connexion. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Et on continue le vendredi matin à partir de 9 heures, Inch'Allah, pour tracer donc d'autres règles qui concernent la première norme juridique ou bien la première source de la règle de droit qui est la loi dans son sens large. Merci pour votre attention, pour votre présence et bonne journée.